Elle était surtout soulagée. Avant cet entretien, les jours passaient, ils approchaient imperturbablement de la fin du mois de septembre, une issue favorable était alors de moins en moins probable, mais le dénouement fut heureux à l'image du parcours de Luc, que la chance favorisa en effet plusieurs fois dans le passé. Il traversa ainsi, d'une certaine façon, ses années d'études sans s'user plus que nécessaire. Ces années lui parurent cependant longues et pesantes. Il n'était pas passionné. Après son bac, sans projet d'avenir, il avait écouté les conseils de son père et s'était engagé dans la même voie que lui. Il avait eu la chance de ne point trop se fatiguer, de garder sa légèreté ainsi que son énergie intacte et spontanée pour sauter l'obstacle apparemment aisément à chaque fois que l'effort s'était avéré nécessaire. Et il débutait donc, comme ses camarades de promotion, son ultime année d'études, point trop usé par d'éprouvantes recherches d'une future entreprise d'accueil. L'une des plus somptueuses tours. Le 2 novembre au matin, Maude était discrètement postée derrière la porte-fenêtre du balcon. Luc traversait le jardinet devant l'immeuble. Il partait pour son premier jour à ZA Infrastructure. Sans doute était-il encore léger et spontané, puisque non épuisé par les différents passages obligés qui s'étaient présentés sur son parcours. Mais il se dirigeait ce matin-là vers une toute nouvelle expérience. Il connaîtrait un premier contact réel et concret avec l'entreprise. Il ne s'était dans son passé contenté que du strict minimum exigé, à savoir 2 stages de 4 semaines chacun dans le même cabinet comptable. Le patron d'une amie de Maude, accueillant et chaleureux, travaillait avec des collaborateurs qui étaient devenus des amis, les blagues étaient à l'honneur, ainsi que les déjeuners quotidiens bien arrosés, sans oublier les apéritifs du soir, largement mérités après de longues journées de travail. Maude désirait tant que la première vraie expérience professionnelle de Luc soit réussie. Elle connaissait bien ZA Infrastructure, l'une des plus grandes entreprises publiques nationales. Grégoire y travaillait depuis sa sortie de l'école. Elle-même y avait terminé sa vie professionnelle. Luc allait pénétrer ce matin-là dans l'une des plus somptueuses tours de la Défense. Maude n'était pas rassurée. Elle projetait sur son fils les souvenirs de son propre parcours au sein des services financiers du groupe. Elle avait pris place dans un avion long courrier qui avait explosé en plein vol, ou encore qui s'était abîmé au cœur de l'océan sans la moindre explosion justement, ni le moindre signe annonciateur d'une future catastrophe. L'effondrement avait été intérieur. Mademoiselle Loris, puis Madame Valente, des services comptables et financiers, était demeurée lisse. Elle avait correctement occupé ses fonctions, même s'il lui était arrivé de travailler dans de tristes conditions. Elle ne l'avait pas montré. Elle habitait en lointaine banlieue. Elle dormait à l'hôtel à 2 pas de l'entreprise lorsque l'échéance de ses dossiers était trop rapprochée. Elle n'avait rien laissé paraître, même si elle s'était parfois profondément ennuyée, même si elle avait d'autres fois temporairement bénéficié d'une cote assez scintillante, même si elle avait à d'autres occasions été oubliée sur le bord d'un chemin peu à peu déserté. Maude n'avait rien compris à la composante stratégie personnelle essentielle au sein de l'entreprise. Elle n'avait pas compris que savoir analyser les problématiques qui lui étaient soumises n'était pas essentiel si elle n'avait soin à tout moment d'attirer l'attention sur elle, sur sa promotion immédiate et sa future carrière. Sans cette idée fixe, impérative pour exister, l'on pouvait rapidement être taxé par les décideurs qui comptaient de
stupidité dépourvue d'envergure et de sens politique. L'on devenait invisible, c'est-à-dire relégué poliment, écarté systématiquement. La compétence n'était pas primordiale pour occuper une place un tant soit peu reconnue, même si elle était bien sûr indispensable, une condition nécessaire et non pas suffisante, puisque le vrai moteur consistait à penser à tout moment à sa propre carrière. Cependant, traiter le fond des dossiers, en l'occurrence en matière financière, fiscale, juridique ou autre, était indispensable. Dans ce domaine non plus, Maude ne s'était pas sentie à l'aise. Elle avait considéré que les cours sur le campus étaient restés trop généralistes. Elle n'avait par ailleurs pas étudié sérieusement. L'école faisait preuve, à l'époque, une fois que l'on avait réussi le concours d'entrée, d'une grande tolérance. Les étudiants étaient libres, ils pouvaient, s'ils le voulaient, s'abstenir de travailler. Eux seuls subiraient plus tard les éventuelles conséquences de leur nonchalance. Ils pouvaient aussi, en cas de personnalité affirmée et parfaitement adaptée au monde qui les attendait, s'en trouver tout à fait bien. Maude ne possédait pour sa part pas ce tempérament fondamentalement préoccupé par sa progression personnelle, et elle s'était montrée singulièrement naïve en s'intéressant davantage sur le campus à la lecture et à l'écriture, et aux cours de philosophie qu'elle suivait à la Sorbonne, plutôt qu'à son avenir professionnel. Elle se trouva en conséquence dans les bureaux de ZA Infrastructure, à la fois discrète et effacée, mais également inquiète quant à ses compétences techniques. Le vol transatlantique fut dans ces conditions pour le moins erratique, et elle choisit de quitter le bord dès qu'elle le put. Elle travailla 15 ans dans 2 entreprises publiques, elle eut 3 enfants. L'un d'eux lui fut arraché par la mort subite du nourrisson. Sa retraite pouvait dès lors lui être versée. Elle avait 40 ans lorsqu'elle abandonna l'équipage qui continuait sans elle son aventureux périple. Luc partait pour la Défense ce matin-là. Maude espérait qu'il ne suivrait pas ses traces. Ce serait si important, pensait-elle, pour son équilibre qu'il soit bien à peu près en entreprise. Il poussait la grille du jardinet, portait un costume sombre, une chemise claire et des chaussures de cuir. 8 jours plus tard, il était revenu au sweat, tennis et blue jean. « Tu es un alternant, lui avait dit Ludovic Klimt, qui dirigeait la filiale. Tu peux t'habiller autrement. » Luc avait vite compris le code vestimentaire en vigueur. Dans la grande entreprise, l'impressionnante troupe des alternants avait son uniforme, correspondant au très classique style étudiant. Luc avait rapidement retrouvé son apparence habituelle. Les mois passèrent, et Maude se fit un avis. C'est merveilleux, se disait-elle, fantastique, une évidence. Son fils n'était pas comme elle. Il réagissait même de façon opposée. Il dévalait tranquillement le toboggan des jours. Il franchissait, cette fois encore, l'obstacle sans complication particulière. Maude l'imaginait dans les bureaux du siège, vivant sa vie comme les autres, par un effet de mimétisme qui devait lui être assez naturel. Elle l'observait sans plus pouvoir quasiment l'aider ou le conseiller. Elle avait éprouvé dans le passé de telles inquiétudes. Elle était intervenue le plus possible dans la mesure de ses moyens. Elle n'avait cessé, lorsqu'il était enfant, tant qu'il l'avait accepté, de lui lire des livres ou de l'inciter à en lire. Elle trouvait ce moyen essentiel pour parvenir à s'ouvrir au monde. Avec Thibaut, elle l'avait poussé à l'école, vers la persévérance et le sérieux, qualité qu'il ne possédait certes pas spontanément. Il avait retenu de cette explication ce qu'il avait pu,
ou ce qu'il avait voulu. Maud ne saurait jamais si elle avait en ce domaine été un ferment ou un repoussoir, mais elle avait agi sans compter sa peine ni son énergie. Elle était désormais impuissante et soulagée de l'être, heureuse en réalité, elle respirait, elle savourait. Elle n'avait plus à lui offrir que son amour et la confiance immense qu'elle lui accordait. Il naviguerait dans la vie à sa façon. Qui serait la bonne, puisque ce n'était pas la sienne, du moins au sein de l'entreprise. Luc allait et venait, il mangeait dans le restaurant de la société ou prenait un sandwich sur le parvis de la Défense, ou bien assez souvent il ne déjeunait pas, il s'était affiné, il avait abandonné ses lunettes au profit de lentilles, dans la journée il prenait des cafés, une boisson nouvelle pour lui. Maud supposait qu'il bavardait autour du distributeur de l'entreprise, normalement décontracté, avec des voisins de bureau. Il ne semblait pas malheureux ni dépassé par le travail. Les premières réunions l'avaient cependant surpris par le vocabulaire et un mode d'expression qu'il ne connaissait pas, mais qu'il avait fini, avec le temps, par décoder. Maud le voyait, tout à fait détendu, se précipiter le soir dans sa chambre et retrouver par l'intermédiaire d'Internet son grand ami Arthur qui vivait au Brésil. Il hurlait, il criait, il conseillait, il blaguait, il exultait, faisait des étincelles sur leur jeu vidéo commun qu'il partageait avec son frère, resté dans sa chambre, mais tout aussi passionné et connecté que lui. Il n'allait pas s'interrompre pour le dîner. Maud le leur apportait sur place dans leur boîte habituelle. Les garçons dînaient dans leur chambre. Le week-end, ils y déjeunaient également. Maud n'en souffrait pas, elle se sentait proche d'eux. Ils habitaient le domicile familial et, pas vue, pas prise, sans prévenir, elle se saisissait de toutes les occasions pour échanger, bavarder, discuter. Les films étaient un bon moyen pour tenter le dialogue. « Tu as vu quelque chose d'intéressant ces derniers temps ?» pouvait-elle demander. Les garçons regardaient des films et des séries sur leur ordinateur. Elle poursuivait ensuite de diverses façons, dans la mesure du possible, en fonction de leur humeur. « Tu as mangé avec des collègues hier à la cantine ?» demandait-elle à Luc. « Et avec ton chef, au fait, ça s'est passé comment ?» ou bien encore « Et un tel ou bien tel autre, comment va-t-il ?» Elle profitait de leur présence. Elle s'offrait ses cadeaux improvisés. Elle en faisait son miel. Elle n'imaginait pas ce que deviendrait leur lien le jour où ils n'habiteraient plus sous le même toit. Elle vivait, lui semblait-il, comme un cycliste, concentré sur son guidon, incapable d'imaginer l'état de la route quelques mètres plus loin. Pour l'heure, l'année avait été parfaite. Les garçons partaient le matin, ils rentraient le soir, ils allaient dans leur chambre, et, dans les interstices de leur existence, elle parvenait à entretenir tout désir de parole qui éventuellement se manifestait chez l'un ou chez l'autre. Il vivait avec elle, Renarde et Renardeau, dans le même terrier, elle les voyait. Elle remarquait leur allure, leur visage, tendu ou non, le rythme de leurs pas, le maintien de leurs épaules, plutôt assurés ou apparemment fatigués, ou bien leurs soupirs, ou encore leurs sourires. « Comment vont-ils » se demandait-elle. Elle relevait de précieuses indications sans les paroles, par leur présence, tout simplement.